Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, retrouvez les moments forts de l'entretien avec Karl Zéro sur la pédocriminalité dans notre société. Je vous souhaite un très bon visionnage. Les prostituaux-trafiquants ont des indices au sein des foyers. Qui rentre, qui sort, il y a qui, elle est jolie, pas jolie, à quoi elle peut servir, elle est farouche, elle n'est pas farouche, etc. Elle a un grain, elle n'a pas de grain, bon. Ils savent tout. D'ailleurs, on parlait des narcotrafiquants, c'est exactement les mêmes en réalité. Beaucoup de narcotrafiquants se disent finalement, je vais plutôt faire un peu de prostitution, je prendrai beaucoup moins cher et je ne vais pas me faire tuer par la mafia des MZ dans 2 jours. Là-dessus, il n'y a pas d'enjeu. Et si je tombe, bah quoi, je prendrais un an et donc 6 mois avec sursis. Donc je risque rien. C'est un gros business, c'est beaucoup d'argent. Les filles, elles se font entre 2 et 3 000 par jour. C'est beaucoup d'argent. Des filles qui n'ont rien et qui se retrouvent. Alors évidemment, ils les mettent dans la drogue. Déjà, quand elles sont fouillées, elles fument du shit. Après, ils leur filent un peu de coke. Et après, elles sont au crack. Et quand t'es au crack, ben c'est fini. T'es tenu. Toi, tu connais bien l'ASE, tu dénonces les pratiques, le mode de fonctionnement et comment dire, une institution qui, quelque part, est hors de contrôle. Ce phénomène que tu décris là, est-ce qu'il est nouveau? Est-ce qu'il est exponentiel? Ou est-ce qu'il existait déjà il y a 20 ans? Il existait évidemment déjà il y a 20 ans, même il y a 30 ans, il existait. Du temps de la DAS, on appelait ça la DAS. Il y avait déjà le même système. Mais il y avait beaucoup moins de ces petites prostituées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce que s'inscrire sur les sites en question d'escorte, c'est très facile. Pour elles, en 2 clics, elles le font. Elles font des photos entre elles. Et dès qu'une petite rentre, elle va être prise en main par les autres petites, qui vont lui présenter déjà les bonnes personnes au sein du foyer, puis les bonnes personnes, ou plutôt les très mauvaises, à l'extérieur du foyer. Et elles se retrouvent prises en main. Et elles ne peuvent pas y échapper. Et on leur propose rien. Et tout le monde le sait, là où c'est beaucoup plus grave. Tout le monde le sait, à tous les échelons. Et personne ne fait rien. Comme si finalement, c'est pas grave. C'est des petites, il faut bien niquer, allons-y. C'est quoi le profil type d'une jeune fille comme ça, d'abord peut-être qui arrive à l'ASE et ensuite qui passe à la prostitution? Le profil type, il est simple. Et c'était, tu le disais, j'ai déjà consacré un numéro à l'ASE, mais c'était sous l'angle des placements abusifs. C'est-à-dire que on se rend compte que dans les enfants placés, il y en a 80% qui n'ont rien à faire dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Pour un oui, pour un non, les services sociaux vont placer des gosses. Le moindre truc va faire placer un gosse. Une engueulade entre les parents, surprise par un voisin qui prévient une assistante sociale, ils vont débouler. C'est du placement abusif. Placement abusif. Ils les foutent en foyer. Parce que il peut y avoir des situations, évidemment, où il est important de placer l'enfant. Combien même il va mal tourner derrière, parce qu'il est violé par son père, parce que ci, parce que ça. Mais dans la plupart des cas, c'est des enfants, il y a un peu de laisser-aller, ou la mère picole, mais on pourrait les placer chez les grands-parents, chez un oncle, dans la famille. C'est comme si la notion même de famille, dans ce pays, n'existait plus. C'est l'État. La famille, maintenant, c'est l'État. Mais l'État, s'il prend en charge les enfants, qui s'en occupe correctement, au lieu de les transformer en petites prostituées. C'est quoi l'avenir pour ces jeunes filles quand elles, justement, tu parlais de jeunes filles qui ont décidé de témoigner, qui ont décidé de réagir. Il y en a d'autres qui gardent le silence. Comment elles s'en sortent? De 2 choses l'une. Soit elles s'en sortent très mal, c'est-à-dire que tu passes de, je te disais, 2 à 3 000 euros par jour à 1 000 euros par mois. Et tu fais, Clara en l'occurrence, elle fait des ménages, et puis elle essaye de s'en sortir. Et puis pour elle, le but, c'est d'épouser son compagnon et d'avoir des enfants, et comme ça, de repartir vers une nouvelle vie, d'oublier tout ça. Tu en as d'autres, elles deviennent maquerelles, c'est-à-dire elles vont fédérer un groupe de 10, 15 filles, beaucoup plus jeunes, et c'est elles qui vont gérer un peu l'infrastructure, tel appartement, de telle date à telle date,
tel hôtel de telle date à telle date, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, et surveille un peu. Y a pas, en fait, il n'y a pas d'issue. L'issue, c'est soit... Parce qu'évidemment, il faut aussi se sevrer de la drogue. Et donc, dans le cas de Clara, elle a pris tellement de trucs qu'il a fallu évidemment passer par des cures de désintox, un suivi psychologique. Et je te le disais tout à l'heure, pour ces filles-là, seuls 4% sont suivis une fois qu'elles en sont sorties. Mais vu le nombre qui arrive, chaque année, tous les jours, tous les jours, tous les jours, de toute façon, c'est impossible de les traiter. Il y en a beaucoup trop. C'est pour ça qu'il faut mettre un coup d'arrêt. Il faut que tout en haut, là, ils se rendent compte que c'est la honte de la République française. Du côté de la police, tu crois qu'il y a... La police... La police est débordée. Enfin, j'ai envie de dire, que fait la police? La police est débordée. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement pas une priorité? C'est pas du tout une priorité. Ils savent pertinemment. Certains en profitent, hein, tu vois ce que je veux dire, sont clients. Ou peuvent, via ces filles, avoir des renseignements sur tel petit dealer, sur tel truc, etc. Mais la police, il n'y a rien du tout qui nous donne l'impression que la police a décidé de faire un coup de filet ou de dire ça. Non, la police attend des ordres là-dessus. Mais la police s'en fout. Tu es au carrefour d'affaires réelles dont on ne parle pas, sur lesquelles il faut enquêter, sur lesquelles tu enquêtes. Tu fais le travail des médias mainstream et sur des affaires qui peuvent coûter cher, qui sont risquées. Et tu es aussi au carrefour d'un monde un peu tu parlais de cette personne qui se prend pour le petit-fils d'Adolf Hitler, qui se grime, etc. Tu es au carrefour aussi de personnalités qui ont des pathologies mythomanes, ou qui racontent n'importe quoi, ou qui peut-être cherchent à te piéger aussi en t'emmenant sur de fausses pistes. Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une méthodologie particulière pour, d'abord, mener tes enquêtes à bien, mais aussi ne pas te faire piéger, ne pas te faire emmener sur des terrains minés? Ouais. Je dirais d'abord, de par le métier que j'ai eu pendant tellement d'années, puisque finalement j'ai commencé très tôt, à 18 ans, directement journaliste de presse écrite pour Actuel. Ensuite la télé, ensuite le vrai journal, où j'avais un aéropage de journaliste et tout. Donc le métier m'a appris quand même à me méfier des pièges. Surtout quand tu luttes contre la pédocriminalité, parce qu'on a tôt fait de t'emmener dans une connerie. On m'a d'ailleurs reproché de m'être trompé dans l'histoire de l'affaire Allègre, et je t'ai déjà dit sur ce plateau que je ne me suis absolument pas trompé. Et que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sauté en route. Ensuite, donc il y a le métier, il y a l'intuition. Tu vois tout de suite, en tout cas moi, au bout de 8 secondes, je vois tout de suite s'il y a quelque chose ou si on est face. Parce que malheureusement, des gens un peu fous, ou des gens que la vie a rendu fous, ou la douleur a rendu fous, ça existe. Et donc qui en rajoutent, ça existe aussi malheureusement beaucoup, y compris dans des affaires de pédocriminalité. Où on se retrouve avec un réseau sataniste, etc. Tout est en place, et puis finalement, la montagne accouche d'une souris, la personne avait inventé. C'est des choses qui peuvent arriver. Et avant de communiquer ou de médiatiser, même si c'est avec nos maigres moyens, évidemment qu'il y a un travail de recoupement, d'enquête, de regarder, et d'essayer de ne pas se fourvoyer. Après, sur des trucs, alors là, je dirais, finalement plus historiques, comme Jean-Paul Ier, ou insolites, comme les héritiers d'Hitler, là, c'est quand même des sujets où je ne suis pas tout seul, où il y a eu déjà des livres de faits, des travaux de faits. Donc après, c'est plus parler avec tel journaliste, tel enquêteur. Là, tu risques pas beaucoup de te faire piéger.